Impôts et justice sociale, le podcast francophone du réseau Tax Justice Network. Bienvenue à Impôts et justice sociale, le podcast qui vous parle en français de la justice fiscale en Afrique et dans le monde. Je m'appelle Idriss Lynch. À la une ce mois. À la une ce mois, nous allons parler de l'OCDE. Non pas pour vous dire que l'organisation nous annonce de bonnes nouvelles, mais au contraire, l'institut dont les membres sont des pays riches, mais aussi ceux classés par Tax Justice Network comme étant les plus agressifs en matière de fiscalité avantageuse au détriment surtout des pays africains, a fait des propositions d'approche unifiée, tenez-vous tranquille, pour la taxation des multinationales. Vous allez voir avec nos experts que l'Afrique n'est pas bien partie dans ces propositions. C'est l'occasion pour nous de remercier l'ICRIT, Independent Commission for the Reform of International Corporate Taxation, qui a bien voulu nous permettre d'accéder aux interventions de Thomas Piketty, économiste français de renom, mais aussi expert des recherches sur les inégalités économiques, et de Ricardo Martner, un de leurs commissaires indépendants, qui nous donnera plus de détails sur les propositions de l'OCDE. Toujours dans ce programme, nous reviendrons un peu sur l'actualité fiscale en Afrique au cours du mois de novembre et un peu du mois d'octobre pour vous dire quelles sont les décisions majeures qui ont été prises par le continent pour améliorer la collecte des ressources financières locales. C'est l'occasion pour moi de vous rappeler que vous pouvez retrouver notre programme sur notre page podcast impotsocial.libsyn, je le dirai jamais assez, libsyn, libsyn.com, ou alors sur notre page Twitter, #impotsocial, ou encore sur notre page YouTube, www.impotjustice-sociale.com, et tout autant que vous pouvez nous écrire sur notre adresse email, impôt-social@outlook.fr. Voilà pour la une, retrouvons-nous très rapidement pour le détail. Madame, Monsieur, bonjour. La réforme internationale de la taxation des entreprises multinationales est peut-être en train de prendre un tournant historique. Désormais, toutes les institutions clés, le Fonds monétaire international, les Nations Unies, le G20, dernièrement encore, on a vu le G7 en France et même l'OCDE, qui est pourtant reconnue comme l'institution dont les membres sont les plus agressifs en matière de fiscalité avantageuse, reconnaissent aujourd'hui que les règles du système fiscal international ne fonctionnent plus de manière optimale et qu'il faut les réparer. Au cœur des débats, la digitalisation de l'économie qui a participé à accélérer cette prise de conscience. On a vu le président français Emmanuel Macron vouloir que les GAFA, Google, Amazon, Facebook et Apple puissent être taxés de manière appropriée, et on voit très bien toute la guerre que cela peut entraîner. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la proposition de l'OCDE qui a fait deux types de propositions, notamment un qu'on dit le pilier 1 et l'autre des piliers 2. Nous allons nous concentrer aujourd'hui sur le pilier 1 qui parle d'une taxation unifiée pour les multinationales. Avec Ricardo Martner, commissaire indépendant au sein de l'ICRIT, Independent Commission for the Reform of International Corporate Taxation, nous allons comprendre que forcément l'Afrique n'est pas toujours la grande gagnante de ces propositions. Alors, Ricardo, que nous avons attrapé comme ça au vol sur WhatsApp, a essayé de nous apporter quelques réponses. Ricardo, nous te remercions de participer à ce programme. Déjà, pourquoi est-il si important qu'on se lance dans la production des normes internationales en matière de taxation? Quels sont les enjeux aujourd'hui? Oui, bien sûr. Concernant votre question, il est certain que l'actuel état des choses en matière d'impôts au pays de voie de développement est assez fragile et vulnérable, surtout dans un monde où les multinationales font de l'optimisation fiscale, ce qui veut dire qu'il y a des pertes d'impôts un peu partout dans les pays en voie de développement, et en particulier là où il est difficile de contrôler les flux financiers illicites. Vous savez bien que depuis le sommet d'Addis Abeba, c'est l'une des priorités des pays africains, celle de combattre les flux financiers illicites. Et bien sûr qu'une coordination au niveau international serait
de grande aide pour cela, pour combattre les flux financiers illicites. Alors l'OCDE, on le sait, est en train de faire des propositions pour une amélioration de la taxation, dit-elle, au niveau international. Évidemment, avant même de pouvoir entrer pour comprendre quelles sont exactement les propositions de l'OCDE et quel est le sens de ces propositions. Bien sûr, l'OCDE a été très active ces dernières années pour essayer de diminuer l'optimisation fiscale issue des manœuvres des grandes multinationales digitales surtout, sous le mandat du G20 spécialement. La dernière de ces propositions, qui sera discutée en janvier 2020 par le cadre inclusif de l'OCDE, concerne une agenda en 3 étapes. La première, c'est de définir le montant des opérations des entreprises qui seront taxées au niveau global. La deuxième serait d'essayer de distinguer entre les profits qui sont dits extraordinaires ou résiduels et de ceux que l'on appellerait de routine ou routiniers, qui seraient ceux essentiellement qui proviendraient d'opérations ou d'activités domestiques. Donc cette distinction qui est un peu artificielle serait la deuxième étape, et la troisième serait donc de distribuer ce montant avec une formule pour tous les pays qui serait essentiellement une formule, une pondération avec les ventes que font chacune de ces entreprises, de ces grandes entreprises, dans chacun des pays. Donc chaque pays recevrait un montant de taxes au niveau global proportionnel au niveau de leurs ventes. On l'a vu, beaucoup d'organisations et d'organismes n'ont pas du tout été dans le sens de cette institution. Il y a eu de nombreuses critiques. Tax Justice Network était en tête de ligne pour donner son avis et dire que les propositions de l'OCDE ne sont pas les plus optimales. Mais vous aussi, au niveau de l'ICRICT, est-ce que vous pouvez nous parler exactement des choses que vous reprochez à ces propositions de l'OCDE? Nous, à l'ICRICT, on a essentiellement 3 critiques, si l'on peut dire, autour du projet de l'OCDE. La première, c'est qu'il s'agit seulement de très grandes entreprises, les grandes digitales, et en conséquence, beaucoup d'entreprises grandes et moyennes ne sont pas incluses dans ce projet. La deuxième, c'est surtout cette distinction entre différents types de bénéfices ou de profits, les profits routiniers et les profits extraordinaires ou résiduels, nous semble assez artificiel et nous pensons qu'il devrait y avoir une taxe sur les bénéfices complets, la totalité des bénéfices ou des profits, puisque l'entreprise multinationale ne distingue pas entre le marché domestique et le marché étranger. Et donc, comme je le disais, il s'agit d'une distinction un peu bizarre. et cela fait que finalement la taxe, la base de l'impôt diminue en conséquence. Nous parlons donc peut-être de 50% des bénéfices au lieu de 100%. Ce serait une estimation. Et la troisième grande critique, c'est la formule selon laquelle vont être distribués le montant de cette taxe. Et là, nous avons depuis beaucoup de mois et beaucoup d'années insisté sur le fait qu'il ne peut s'agir seulement d'une formule autour des ventes, puisqu'il y a d'autres éléments qui doivent être pris en compte, en particulier l'emploi. Et ce qui bénéficierait absolument les pays en voie de développement, puisque ce qu'apporte essentiellement le monde en développement, c'est de l'emploi, c'est de la main-d'œuvre. Donc cette question est très importante pour les pays en voie de développement.
Alors, je m'excuse, mais je vais vous ramener sur la question africaine, qui est celle du continent de mon cœur. De votre point de vue, est-ce que l'Afrique est gagnante? Que doivent faire les Africains? On a l'impression, en dehors de la taf, que leur voix n'est pas entendue. À votre avis, que doit faire l'Afrique? Et comment doit se positionner l'Afrique dans cette bataille, finalement, qui a l'air d'une bataille de géants? Je dirais que l'Afrique a été le continent où la question des flux financiers illicites a été traitée de bonne manière, à travers l'estimation de ces flux financiers illicites et à partir de là, avec une proposition d'action au niveau des Nations Unies qui a finalement débouché sur un programme, une agenda pour combattre les flux financiers illicites un peu partout dans le monde. Donc, l'Afrique a fait des propositions qui ont été très intéressantes dans le passé récent. Bien sûr, au niveau de l'OCDE, c'est plus difficile. La voie des pays en voie de développement est assez restreinte, est assez basse. Et pour cela, il faut donc, comme dit notre président de l'ECRIC, José Antonio Campo, exiger des études, des estimations, des dialogues pour bien comprendre ce que le projet de l'OCDE actuel signifie pour les pays en voie de développement. Nous maintenons si la formule ne prend en compte que les ventes, il sera très difficile d'avoir une quelconque signification de cette nouvelle taxe pour les pays en voie de développement, puisque finalement la question se réduirait au transfert de bénéfices fiscaux entre l'Europe et les États-Unis et quelques autres grandes économies. Donc il faut inclure d'autres éléments, d'autres variables dans cette formule. Nous rappelons que l'emploi est une variable qui définit essentiellement le poids de la valeur ajoutée ou la part de la valeur ajoutée qui est apportée par les pays en voie de développement et donc cela ne peut être ignoré. Nous disons merci à Ricardo Martner qui a accepté de se prêter à cet exercice. Je le disais déjà, de nombreuses ONG, y compris Tax Justice Network, ont émis des réserves sur la possibilité des propositions de l'OCDE d'atteindre les objectifs de justice et d'élimination complète des abus fiscaux. Alex Cobham, le directeur exécutif de Tax Justice Network, a dans une note publiée récemment sur le processus de l'OCDE indiqué que celui-ci n'atteint aucun des objectifs d'une justice fiscale effective dans le monde, notamment au profit des pays pauvres qui sont les principales victimes de l'évasion et des abus fiscaux internationaux. Je rappelle que lorsqu'on analyse le comportement des entreprises dans des pays comme le Nigeria, la République démocratique du Congo, la Tanzanie, la Zambie, on réalise que de gros dividendes sont distribués alors même que les niveaux d'impôts payés par ces entreprises, par les maisons mères des entreprises basées dans ces pays-là, ne correspondent presque pas à ce que les actionnaires se partagent. La colère des Africains n'est pas seulement exprimée par la société civile sympathisante en Occident, elle est aussi exprimée par des Africains eux-mêmes. Nous avons essayé de demander à un journaliste qui est basé au Cameroun, il s'appelle Aristide Aboudiotou, il nous a donné son impression sur ces nouvelles propositions de mise en place d'une taxation unifiée des multinationales dans le monde. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est déjà très intéressant que l'OCDE s'intéresse à la réforme de la fiscalité des multinationales. Mais l'enjeu maintenant, c'est de voir si la réforme que suggère l'OCDE peut profiter aux sociétés africaines. À mon avis, ce n'est pas le cas. Il faut savoir que l'OCDE, c'est d'abord une organisation qui défend les intérêts des pays industrialisés. Et donc, sa réforme vise d'abord à protéger ces intérêts-là. Donc, les pays africains doivent se méfier de telles initiatives et doivent être eux-mêmes aux avant-postes pour proposer une réforme qui puisse répondre à leurs intérêts.
en invité de la rédaction. C'est pas vraiment un invité, mais c'est un expert. C'est Thomas Piketty, l'économiste français et très réputé. Il est le directeur des études à l'école des hautes études en sciences sociales de Paris, mais il est aussi reconnu comme un spécialiste de l'étude des inégalités économiques dans le monde. Il est intervenu dans le cadre d'une conférence de presse organisée par l'ICRIT, qui décidément est très très présent dans le podcast de ce jour. Il a donné un ensemble d'opinions sur les propositions de l'OCDE. Je vous propose d'écouter entièrement ces 9 minutes d'intervention, mais ces 9 minutes d'enseignement pour toute la société civile africaine. Donc oui, moi je voudrais dire deux choses. D'abord, je voudrais être sûr qu'on a bien exposé les propositions qui sont faites par écrit sur l'imposition des bénéfices des sociétés. Le diagnostic général qui a été bien exposé, c'est que il faut que les bénéfices des grandes sociétés multinationales soient déclarés au niveau mondial. C'est-à-dire que chaque pays demande que les multinationales qui opèrent sur plein de pays déclarent leurs bénéfices au niveau mondial, c'est-à-dire les bénéfices réalisés sur l'ensemble de la planète, et ensuite que ces bénéfices imposables soient répartis entre les pays en fonction de critères objectifs non manipulables, qui peuvent être les ventes dans les pays, qui peuvent être le niveau d'emploi, le nombre de personnes employées dans les différents pays, qui peuvent être dans certains secteurs d'activité les utilisateurs, par exemple sur des plateformes numériques, mais des critères qui ne soient pas manipulables, puisque les systèmes de transfer pricing, qui en gros sont la façon dont les entreprises vont répartir leurs profits entre leurs différentes filiales, sont complètement manipulés par les entreprises, et ça, je crois que maintenant le message est bien passé. Alors le message est bien passé, sauf que dans la solution proposée par l'OCDE, bon, ils ont accepté donc le projet BEPS. L'OCDE a dit oui, bon, vous avez raison, il faut faire unitary taxation. Donc unitary taxation, ça veut dire qu'on a la déclaration de bénéfices au niveau mondial, au niveau unitaire global, et répartition comme vous dites, mais on va le faire uniquement sur ce qu'on appelle les residual profits, et pas sur les routine profit. Alors, manque de peau, la définition qui donne des routine profit et des residual profit va conduire à ce qu'en fait, à peu près tout soit routine profit, un petit truc qui soit residual profit. Donc, l'arnaque est quand même énorme. Et nous, on est là pour le dire, quoi. C'est-à-dire, pour résumer, on est une commission indépendante de personnes qui représentons différentes expériences venues de toute la planète. Et je crois que c'est important dans ces débats de ne pas se laisser abuser parfois par des déclarations qui ne correspondent pas à la réalité. Donc très concrètement, il y a plusieurs choses importantes qui ont été dites, qui ont été montrées avec des rapports qui ont été présentés. C'est d'une part, les différentes solutions qui sont données pour corporate taxation ont des conséquences très différentes sur comment les profits qui sont actuellement localisés dans les paradis fiscaux seraient ensuite relocalisés. Pour dire vite, la solution actuellement discutée à l'OCDE va remettre des profits localisés dans les paradis fiscaux dans les pays riches, alors que la solution qu'on essaie de développer avec ICRIT va être beaucoup plus équilibrée et va répartir une partie importante de ces profits dans les pays pauvres, là où il y a des niveaux importants d'emploi parfois pour ces sociétés en question, des niveaux parfois de vente aussi. Et donc la répartition qu'on propose des profits va aboutir à une solution beaucoup plus équitable, beaucoup plus juste, beaucoup plus justifiée. Et bon, tout ça aussi est lié à la façon dont sont organisées ces négociations. C'est-à-dire qu'au départ, tout ça est parti de l'OCDE, donc qui est un club de pays riches. On a fait des strapontins pour les pays du Sud ensuite, mais qui n'ont pas droit au chapitre, qui n'ont pas droit à l'expertise de l'OCDE. Donc nous, à ICRIT, on pousse plutôt l'idée que tout ça doit se faire à un niveau beaucoup plus global, les Nations Unies peut-être davantage que l'OCDE, enfin en tout cas que chaque pays ait vraiment la même voix au chapitre, et avec derrière des enjeux concrets qui ne sont pas symboliques, qui est ces profits non taxés, il ne faut pas que ça bénéficie uniquement aux États-Unis ou à la France ou à l'Allemagne. Il y a des pays du Sud qui en ont au moins autant besoin et qui se sont fait voler leur base taxable de façon au moins aussi massive que les pays du Nord. Donc ça, c'est le premier point que je voulais dire. Le deuxième point sur lequel je veux insister, et on en a beaucoup parlé ce matin dans la réunion de la commission, c'est que la question de l'imposition des bénéfices des sociétés, donc corporate income taxation, c'est une question qui est très importante, mais en même temps, la question de la justice fiscale, évidemment, ne s'arrête pas là. C'est-à-dire que si vous avez uniquement un outil de type corporate tax, donc impôt sur les bénéfices des sociétés, par définition, vous allez avoir le même taux
d'imposition sur tous les niveaux de bénéfices. Donc, que vous ayez que derrière les bénéfices, il y ait un petit actionnaire avec un compte d'épargne de 1000 ou 10 000 euros ou quelqu'un qui a plusieurs milliards ou plusieurs dizaines de milliards, tout ça va être imposé au même taux, au mieux. Donc c'est pas la justice fiscale va pas s'arrêter là. Donc il faut absolument que le système d'impôt sur les bénéfices des sociétés s'articule avec un système d'impôt progressif au niveau individuel sur le revenu, sur le patrimoine. Après, différents pays peuvent faire différents choix sur l'importance qu'ils accordent à la taxation du revenu par rapport au patrimoine. Mais dans tous les cas, ce qui compte à la fin, c'est la justice fiscale en termes de niveau effectif d'imposition sur les différents niveaux de richesse et de niveau de revenus et économique des différentes personnes. Et de ce point de vue-là, on a insisté dans la réunion ce matin sur une autre grande limitation des chantiers actuellement discutés à l'OCDE qui concerne tout le système de transmission automatique d'informations sur les actifs transfrontaliers. Donc dans le vocabulaire OCDE, c'est le projet CRS, Common Reporting Standards, donc qui est le nouveau standard pour le reporting d'informations sur qui détient des actifs transfrontaliers. Donc ce processus avait notamment commencé, il y avait un moment, l'administration Obama avait menacé les banques suisses de retirer leur licence bancaire si la Suisse n'allait pas transmettre des informations sur les contribuables américains ayant des actifs en Suisse. Dans le cadre de l'OCDE, il y a une discussion en cours sur l'adoption d'un tel régime au niveau international. Entre-temps, les États-Unis sont sortis du truc, etc. Mais bon, il y a quand même un projet en cours qui concerne en particulier les pays européens. Sauf que ce projet, et ça on a vraiment insisté là-dessus ce matin à la Commission, pour l'instant est extrêmement bancal et disons, on ne s'est pas du tout donné les moyens de vérifier que ces transmissions d'informations étaient vraiment utilisées par les administrations fiscales des pays et permettaient d'avoir plus de justice fiscale. Parce que voilà, à la fin des fins, le but, c'est que la suspicion, c'est que les personnes qui disposent des portefeuilles financiers les plus importants en localisent une partie importante dans des paradis fiscaux et de cette façon échappent à l'impôt. Donc il faut arriver à montrer que ce nouveau système de transmission automatique d'informations sur les actifs transfrontaliers permet effectivement d'améliorer la situation. Et donc on a discuté ce matin d'obligation de publication d'informations par les gouvernements qui en gros reviendrait à dire vous avez qu'à pour commencer, il faut que vous acceptiez de publier chaque année par tranche de patrimoine, en dessous de 100 000 euros, entre 100 000 et 500 000, 500 000 et 1 million, 1 million et 5 millions, 5 et 10 millions, 10 et 100 millions, plus de 1 milliard, enfin bref, avec suffisamment de détails, comment, d'après les informations que vous avez, grâce à ces nouvelles merveilleuses coopérations internationales dont vous nous expliquez qu'elles ont tout résolu et qu'il y a plus de paradis fiscaux sur Terre, montrez-nous combien vous avez de contribuables dans ces différentes tranches de patrimoine pour lesquelles vous connaissiez déjà des informations. Les propriétés immobilières, par exemple, en France, sont connues par l'administration fiscale française. Les actifs financiers à la Société Générale, à domicile en France, sont déjà connus des administrations fiscales françaises. Avec les données supplémentaires fournies en principe dans le cadre de l'accord OCDE sur les transmissions automatiques d'informations, vous devriez avoir des informations supplémentaires. Montrez-nous de combien ça a changé d'une année sur l'autre et comment les impôts payés, quelle que soit la forme d'impôt sur le revenu, sur le patrimoine, sur les plus-values, sur l'héritage, sur tout ce que vous voulez, comment au total, dans ces différentes tranches de revenus, ça a évolué d'une année sur l'autre, et pour essayer de voir collectivement où on en est par rapport à ce problème. Parce qu'il y a quand même un grand risque sur ces questions qu'on ait des proclamations victorieuses tous les 4 matins. Enfin, en France, on a eu un président qui, il y a 10 ans, avait déjà annoncé que les paradis fiscaux étaient vaincus. Donc, des proclamations victorieuses, on peut en avoir beaucoup. Sauf qu'un jour, l'opinion se rend compte, avec des nouveaux scandales, des nouveaux Panama Papers révélés par vous, notamment, un journaliste, que en fait, le problème, il est toujours là. Et là, on prend de grands risques à prétendre avoir réglé des problèmes qu'on n'a pas réglés. Et donc, je pense qu'il est très important, et nous avons essayé d'examiner ce matin dans la commission, quelles pouvaient être des étapes constructives qu'on pouvait demander au gouvernement de publication d'informations totalement anonymes. C'est des informations par tranche de patrimoine, il ne s'agit pas de révéler les feuilles d'impôt d'un tel ou d'un tel, mais qui soient suffisamment détaillées pour qu'on puisse juger du fait que le processus avance dans la bonne direction. Et pour l'instant, il n'y a absolument aucune façon, par rapport aux annonces qui sont faites, de juger si on va oui ou non vers une plus grande justice fiscale. Et ça nous paraît très inquiétant. Donc sur ces deux sujets,
réforme de l'imposition des bénéfices des sociétés et transparence financière et justice fiscale au niveau international, les discussions qui ont commencé dans le cadre de l'OCDE, sur les projets BEPS d'un côté, CRS de l'autre, sont des discussions intéressantes, mais qui pour nous sont extrêmement insuffisantes. Et on considère que c'est notre rôle comme commission indépendante d'examiner sereinement dans le détail les données dont nous disposons et d'expertiser ce qui a été fait et de lancer un peu un cri d'alerte par rapport au risque d'annoncer que les problèmes ont été résolus alors qu'ils ne l'ont pas été, et en même temps de faire des propositions constructives pour pouvoir juger du succès. Merci à Thomas Picarty, mais surtout merci à l'Écrite qui nous a permis d'avoir ces déclarations de notre expert. Nous espérons l'avoir très rapidement dans les micros de Tax Justice Network, du podcast francophone de Tax Justice Network. Je profite donc pour aborder avec vous quelques éléments d'actualité fiscale. La Tanzanie qui a mis pression sur Barrick Gold qui s'est retrouvé obligé de payer près de 300 millions de dollars pour le règlement de l'impôt non dû à ce pays d'Afrique. Et elle a d'abord discuté, l'entreprise multinationale, mais au fil des disputes, elle s'est rendue compte qu'il valait mieux pour elle de payer. L'autre nouvelle de la fiscalité en Afrique, c'est l'ATAF, l'Association des administrations fiscales africaines, qui a signé un mémorandum d'entente avec la Banque mondiale afin de pouvoir renforcer les systèmes fiscaux d'Afrique. Nous reviendrons très certainement dans nos prochaines éditions pour nous parler de ces accords-là et de voir comment est-ce que la fiscalité africaine pourra être renforcée. Parlons aussi des incitations fiscales. De plus en plus de voix s'élèvent pour dire arrêtez de donner des incitations fiscales. Les entreprises multinationales n'en ont pas besoin. Elles ont besoin d'un cadre des affaires cohérent, visible, clair. Elles n'ont pas besoin que vous leur donniez de l'aumône. Elles sont des entreprises de pays riches. C'est cette réflexion qui est au cœur des stratégies au niveau de l'Afrique de l'Est et qui est en train de se demander s'il est encore important de pouvoir accorder des avantages fiscaux à des multinationales. Voilà un peu pour l'actualité internationale de la fiscalité et cette actualité qui marque la fin de ce podcast. Voilà, c'est la fin de ce podcast de ce mois de novembre 2019. Nous reviendrons certainement le mois de décembre sur les discussions au sein de l'OCDE. Nous serons présents aux discussions qui se déroulent le 9 décembre au siège de l'OCDE à Paris. Nous allons discuter avec toutes les parties prenantes et bien comprendre afin de vous expliquer quels sont les enjeux autour de ces propositions de l'organisation qui finalement est celle des pays les plus riches et des pays les plus agressifs en matière fiscale. Je rappelle que vous pouvez nous écouter sur notre page de podcast impotsocial.libsyn.com, Libsyn, libsyn.com, ou encore sur notre page YouTube www.impôts et justice sociale, ou même vous pouvez nous suivre sur notre page Twitter @impotsocial, ou encore sur notre page Facebook Impôts et justice sociale. Mais aussi n'hésitez pas, écrivez-nous si vous ne nous avez pas écouté dans nos dizaines de radios francophones. Écrivez-nous à impôts-social@outlook.fr. Voilà, c'était tout pour le programme de ce mois. J'espère que vous serez nombreux évidemment à nous écouter au mois de décembre, mois de fête. Je vous souhaite déjà un très bon mois de décembre et je vous dis d'être vigilants et suivez si les taxes ont été payées dans vos pays. À très bientôt.